Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres, les alarmes de joie et le soulagement des victimes après ce verdict historique au Sénégal. Hissène Habré, l'ex-président tchadien condamné à la perpétuité pour crime contre l'humanité. On en parle dans un instant avec l'un des fers de lance de la procédure, Reed Brody de Human Rights Watch, qui sera en direct avec nous de Dakar. Et puis avec moi sur ce plateau, l'opposant tchadien Saleh Kebzabo qui nous dira ce qu'il a ressenti à l'énoncé du verdict. Au Mali, au lendemain d'une nouvelle attaque qui a fait 5 morts parmi les casques bleus, on s'intéressera au contingent suédois chargé du renseignement et de repérer les mouvements des groupes armés dans le nord du Mali. Notre correspondant a pu suivre leur travail en exclusivité dans la région de Tombouctou. Cela fait 20 ans tout juste, cette découverte macabre en Algérie, les têtes des moines de Tibérine. En ce triste anniversaire, un jardin de Paris a été rebaptisé en hommage aux 7 religieux assassinés en 1996. La maire de Paris, en présence des proches des moines, a salué leur message d'amitié, d'ouverture et de dialogue. C'est la fin d'une longue procédure, 26 ans depuis la chute d'Hissène Habré, reconnu coupable ce lundi de crimes contre l'humanité, de torture et de viol, alors qu'il était à la tête du Tchad entre 1982 et 1990. Nous sommes en direct avec l'un de ceux qui ont mené le combat aux côtés des associations de victimes pour traduire l'ex-dictateur en justice devant ces chambres africaines extraordinaires de Dakar, une première sur le continent. Reed Brody, vous êtes le porte-parole de Human Rights Watch, un verdict historique, on l'a dit, pour un procès historique. Qu'est-ce qui vous réjouit le plus aujourd'hui ? Ce qui me réjouit le plus, c'est que c'est vraiment le couronnement d'une campagne acharnée des victimes qui n'ont jamais baissé les bras. Aujourd'hui, je pense que ça sera gravé dans l'histoire comme le jour où un groupe de survivants déterminés a fait juger, a fait condamner leur ex-dictateur. Pour moi, c'est ça le message. Alors, Hissène Habré n'a pas parlé pendant ce procès. Ça a été difficile pour les victimes. C'est le plus grand regret que vous avez aujourd'hui également ? Écoutez, je pense que tout un chacun a pu comparer le courage des victimes, surtout des femmes qui sont venues au tribunal, qui ont raconté pour la première fois souvent les viols et les autres sévices sexuels qu'elles ont subis. Comparer ce courage avec la lâcheté d'Hissène Habré, qui a refusé non seulement de parler, mais de croiser le regard, d'écouter, de répondre à ces allégations. Je pense que le fait qu'Hissène Habré était condamné aussi pour crimes sexuels, pour viol, c'est la première. Il a été condamné pour avoir personnellement violé une personne, une femme qui est venue témoigner. C'est la première fois de l'histoire qu'un ancien chef d'État est condamné par la justice internationale pour avoir violé quelqu'un. Et donc aujourd'hui, c'est Khadija Hassan Zidane, que je connais depuis 17 ans, qui est plus grande que Hissène Habré. Les juges ont cru son histoire. Et Hissène Habré est condamné pour avoir violé cette dame. Et c'est un message que aucun dirigeant, puissant qu'il soit, n'est au-dessus des lois et qu'aucune femme, qu'aucune fille n'est en dessous des lois. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans ce journal de l'Afrique. Reed Brody, je rappelle que vous êtes le porte-parole de Human Rights Watch. Et aux côtés de Reed Brody, des victimes avaient fait le déplacement pour entendre ce verdict à Dakar. Mais la plupart des survivants, évidemment, ont suivi le procès et son dénouement depuis le Tchad. Près de 250 victimes se sont rassemblées à N'Djamena dès hier, dimanche, dans l'attente de ce verdict historique. Nicolas Germain. À N'Djamena, les victimes du régime Habré sont réunies depuis longtemps au sein d'une association. Ces Tchadiens sont venus nombreux pour voir à la télévision la lecture du verdict au tribunal spécial de Dakar. La Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Pour les victimes de l'ancien dirigeant tchadien, c'est un soulagement. Vraiment, on est content. J'étais victime hier, on m'a pris de la DDS, on m'a mené à Togo avec un bébé de 1 mois. J'ai fait 1 an et 7 mois avant de sortir. J'ai souffert. Aujourd'hui, je suis très contente. À l'époque, ils nous ont emmenés en brousse et torturés. Grâce à Dieu, nous sommes ici aujourd'hui. Je suis très émue. Après le verdict, Hissène Habré a simplement crié « À bas la France-Afrique ». Il est le premier ancien chef d'État à être jugé et condamné par une juridiction africaine pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
De 1982 à 1990, année où il fut chassé du pouvoir par l'actuel président tchadien Idriss Déby, Hissène Habré a dirigé un régime qui a exécuté 40 000 personnes. 200 000 autres ont été victimes de tortures ou de sévices parfois sexuels. Ce lundi, Hissène Habré, 73 ans, a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, de viol, d'exécution, d'esclavage et d'enlèvement. Ses avocats ont 15 jours pour faire appel. La terrible répression d'Hissène Habré, ce verdict historique, on continue à en parler avec notre invité sur ce plateau. Saleh Kebzabo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de file de l'opposition tchadienne. Alors ce lundi, derrière cette condamnation d'Hissène Habré, c'est la condamnation de tout un système répressif avec cette terrible police politique dont on a beaucoup parlé, qui a visé notamment, évidemment, en premier lieu les opposants. Est-ce que c'est un jour particulier pour l'opposition tchadienne que vous représentez ? Oui, je pense que c'est un jour particulier. Il me passe beaucoup d'images dans la tête. Quand j'ai vu ces femmes, c'est quand même émouvant de voir les femmes applaudir le verdict du procès. Quand j'ai vu Brody aussi, c'est émouvant de voir quelqu'un qui, a priori, n'est pas concerné par ces problèmes et qui, depuis plus de 20 ans, s'est accroché pour aboutir à ce qu'on a vu aujourd'hui. N'oublions pas Jacqueline Moudena, l'avocate tchadienne très connue dans ce procès aussi. N'oublions pas les associations qui sont battues pendant plus de 25 ans pour faire aboutir la vérité. C'est ça l'aspect le plus touchant d'abord. Et puis ensuite, évidemment, en tant qu'homme politique, maintenant, il faut réagir. Il faut se demander vers où tout ça peut nous mener. La première chose que je voudrais dire, c'est que depuis le début de cette affaire, on a beaucoup dit qu'on espérait que ce serait un procès non seulement historique, mais surtout didactique, que ce serait un exemple que d'autres prendraient en considération pour la suite de l'exercice démocratique en Afrique et en particulier chez nous. Est-ce que ce résultat a été atteint? Je ne suis pas très sûr. Quand je vois comment la démocratie a été dévoyée... Quelles sont les plus grandes déceptions quand vous dites « je ne suis pas très sûr » pourquoi êtes-vous déçu? Je ne suis pas... Ce n'est pas une déception, je me pose des questions. Je dis que ce procès avait été annoncé comme un procès qui devait être didactique, qui devait être exemplaire, dissuasif même, pour que des pratiques de ce genre ne se perpétuent en Afrique. Je ne sais pas si ce résultat a été effectivement atteint. Pour l'Afrique et pour le Tchad, on sait que... Quand on voit comment la démocratie est dévoyée en Afrique et même au Tchad, qui vient de sortir d'une élection complètement contestée... Vous êtes candidat malheureux. J'ai été malheureux, je ne sais pas. Non, je ne pense pas que je sois malheureux. Je pense même que je suis très heureux parce que nous disons que Déby a été battu. Et tout le problème est là. Comment une dictature comme celle de Habré, qui a donné naissance à un régime comme celui de Déby, comment peut-on faire en sorte que ce procès serve d'exemple alors que l'on sait que les crimes politiques, les crimes en tout genre continuent encore? Vous auriez souhaité que Idriss Déby, qui était aux affaires, notamment sous Habré, avant de le renverser en 1990, vous auriez souhaité qu'il soit entendu par la justice? Lui-même a dit qu'il était disposé à aller à Dakar si on l'appelait. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas appelé. Il n'y a peut-être pas assez d'éléments par rapport à lui? Ah non, ça je ne pense pas. Je crois qu'il y a assez d'éléments. Ce que je déplore aussi, c'est une justice un peu boiteuse, en ce sens qu'il y a eu un procès à Dakar. C'est ce procès seulement qui devait avoir lieu, de mon point de vue. Or, il y a eu un procès à N'Djamena. C'est pas bien que la justice tchadienne fasse son travail aussi, si le Tchad estime qu'il faut juger cette période de l'histoire? Il fallait dans ce cas que Hissène Habré soit jugé à N'Djamena. Or, on l'a jugé par un tribunal spécial à Dakar. Et on a laissé d'autres Tchadiens qui sont impliqués dans les mêmes faits que lui, sous lui, qui sont des complices, qui sont des exécutants, être jugés à N'Djamena, ce n'est pas normal. Il fallait qu'on les juge eux aussi à Dakar. Pourquoi vous pensez qu'on les a jugés à N'Djamena alors pour qu'ils échappent à la justice? Oui, parce que le régime d'Idriss Déby ne voulait pas que toute la vérité soit dite à Dakar. Et c'est en ça qu'il y a un goût un peu amer d'inachevé qui reste quand même en travers de nos gorges, malgré la satisfaction générale que nous exprimons. Vous critiquez donc Idriss Déby, mais est-ce que vous reconnaissez tout de même que c'est l'un des premiers actes qu'Idriss Déby a posé lorsqu'il a renversé Hissène Habré, c'est de créer cette commission d'enquête pour enregistrer les crimes de son prédécesseur, cette commission qui a servi de base? Il n'avait pas le choix. C'est un exercice qui lui a été imposé et qu'il était obligé de suivre. Donc il ne faut pas lui dresser des palmes pour cela. En tous les cas, les résultats de cette commission ont servi tout de même, a fait son travail, a servi de base pour la procédure de Dakar. C'est bien pour ça que ça a pu aboutir comme ça. Merci beaucoup, Saleh Kebzabo, d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce verdict historique, la perpétuité donc pour Hissène Habré, reconnu coupable de crimes contre l'humanité à Dakar.
L'ONU en deuil au Mali, où 5 casques bleus ont été tués ce dimanche dans une embuscade dans le centre du pays. Le Mali, où les attaques meurtrières contre l'armée et les soldats de l'ONU se multiplient depuis 10 jours, surtout dans le nord. Et face à cette menace terroriste, on dispose de 2 unités spéciales au sein de l'ONU chargées du renseignement. Un contingent suédois et un autre néerlandais déployés dans le nord du pays. Notre envoyé spécial, François Riouet, a pu suivre en exclusivité à Tombouctou le travail des soldats suédois sur le terrain. Regardez son reportage. Ils sont les yeux et les oreilles de la MINUSMA au nord du Mali. La mission des casques bleus suédois touche ici au nerf de la guerre, le renseignement. On vole au-dessus de la ville de Tombouctou. J'ai l'image en direct. C'est plus de la moitié du renseignement récolté par le contingent suédois qui l'est par voie aérienne grâce à l'utilisation de ces drones. Ils permettent d'aller voir au-delà de ces dunes, de ces centaines de kilomètres de désert où frayent et où sont régulièrement aperçus les hommes d'Abu Talha al-Azawadi de la brigade Al-Quds, fidèle à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Au sol, cette unité spéciale mise aussi sur le contact avec les populations pour ses recherches. Bonjour. Ces derniers jours, une série d'attaques a frappé l'un des principaux axes commerciaux de la région. Les boutiquiers du marché sont inquiets. Chaque fois que tu pars, tu prends la route entre Tombouctou et Goundam, tu ne sais pas que si tu vas arriver vivant ou mort. Parfois, ils ont dit les armées, les groupes armés qui ont fait ça. Et parfois, on entend que ce sont les banditismes. Et parfois, on attend que les terroristes, on ne sait jamais ce qui est dans la zone là. À l'origine des violences qui intéressent les officiers suédois, la lutte pour le contrôle du trafic dans le désert. Une localité à 60 km à l'est de Tombouctou a retenu leur attention. Ber est la première localité que l'on atteint en arrivant du nord. Ou la dernière si vous vous dirigez vers le grand désert, vers le nord. L'objet du trafic sur ces routes va des stupéfiants aux armes, en passant par des marchandises normales. Considéré comme crucial pour la mission de stabilisation onusienne, le contingent suédois devrait voir son mandat annuel renouvelé fin juin. C'était il y a 20 ans, en avril 1996. 7 religieux français ont été enlevés à Tibérine en pleine guerre civile algérienne. Un mois plus tard, ils sont retrouvés morts, décapités. Un jardin a été inauguré et baptisé en leur hommage ce lundi à Paris, dans le 11e arrondissement, devant l'église Saint-Ambroise. La maire de Paris qui a rendu hommage à leur message d'amitié et d'ouverture. Écoutez Anne Hidalgo. C'est très très important à un moment où Paris, l'année dernière, a été touché par des actes terroristes, à un moment où certains voudraient plutôt prôner la haine et la peur plutôt que ce message que les moines eux-mêmes portaient, de connaître l'autre, de reconnaître sa différence pour proposer une rencontre et pour proposer le dialogue et la paix. Je suis laïque, d'ailleurs je suis athée aussi, mais ce message des spiritualités religieuses rejoint vraiment aussi celui des spiritualités laïques. Hidalgo qui rendait hommage aux 7 moines de Tibérine assassinés il y a 20 ans. Et on termine avec un mot de football à moins de 2 semaines du coup d'envoi de l'Euro. L'équipe de France en match amical ce lundi soir face au Cameroun. Un match test pour les Bleus dont la défense est en chantier. Et le score à la mi-temps, la France qui mène 2-1. Un but de Matuidi et de Giroud du côté des Bleus. Un but d'Aboubacar du côté des Lions indomptables. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.